Nous vivons décidément dans un monde qui change vite, dont l'on sent confusément qu'il est en train d'en accoucher un autre. Mais entre-temps, les soubresauts de l'actualité internationale nous semblent de plus en plus imprévisibles. Nous nous posons mille et une questions. Assistons-nous à un divorce entre les États-Unis et Israël ou à un éloignement progressif mais définitif, sachant que cette alliance stratégique a façonné le Moyen-Orient depuis la période de la guerre froide? Et d'un autre côté, les États, en tout cas les plus puissants d'entre eux, sont-ils fatigués du concept de guerre mondiale contre le terrorisme auquel ils recouraient à tout propos et même hors de propos après le 11 septembre 2001? Ces questions, nous avons pu ces derniers jours nous les poser en observant ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies ou après l'attentat meurtrier qui a secoué la Russie. Mais les postures peuvent être trompeuses, surtout quand il s'agit des relations internationales. C'est pour cette raison que nous faisons une pause 2 fois par mois pour aller plus en profondeur sur ces sujets avec Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est Pour une approche subjective des relations internationales, paru aux éditions Odile Jacob. C'est l'heure du Monde n'a pas de centre sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors je voudrais qu'on aborde dans un premier temps le feuilleton institutionnel et diplomatique qui a tourné autour de la résolution onusienne sur le cessez-le-feu à Gaza qui a été finalement adoptée. À main levée, les ambassadeurs votent la résolution demandant un cessez-le-feu à Gaza. 14 votes pour et une abstention qui renverse la situation. La résolution 27-28-2024 est adoptée. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les États-Unis ne s'opposent pas à une résolution de cessez-le-feu dans la région. Un texte inédit qui exige également la libération sans condition des otages. On l'a entendu, c'est l'abstention des États-Unis qui a permis l'adoption de cette résolution. Mais d'une manière aussi, cette abstention affaiblit le texte. Il n'empêche, à Tel Aviv, on est furieux. Benjamin Netanyahou a annulé une visite d'une délégation gouvernementale israélienne à Washington en signe de protestation. Et pourtant, John Kirby fait tout pour relativiser le choix de la diplomatie de son pays. Bien sûr, nous continuons à soutenir Israël. Je veux dire, au moment où vous et moi sommes en train de parler, nous continuons à fournir des outils et des moyens, des systèmes d'armement, afin qu'Israël puisse se défendre contre ce qui, nous en convenons, reste une menace réelle du Hamas. Encore une fois, cette résolution non contraignante ne change rien à ce qu'Israël peut ou ne peut pas faire pour se défendre. Avant de parler de la brouille apparente entre Tel Aviv et Washington, j'aimerais, Bertrand, que tu nous dises quelles sont, selon toi, les leçons de cette résolution, des échecs précédents et de ce succès, et je mets des guillemets. Oui, alors succès pour qui ? C'est la question qu'il faudrait se poser. Pour la cause palestinienne probablement, puisque c'est une forme de reconnaissance. Rares sont les résolutions depuis la création des Nations Unies qui viennent renforcer ou en tous les cas légitimer ou protéger la population palestinienne. C'est certain, mais là il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. Il n'y a dans cette résolution aucune sanction prévue et on sait depuis toujours qu'Israël ne l'appliquera pas. Donc le succès est symbolique, hélas pour ceux qui souffrent, hélas pour ceux qui meurent ou qui sont menacés de mort, cette résolution risque de ne rien changer fondamentalement. Succès pour les États-Unis, certainement pas. En fait, il y a une double humiliation pour les États-Unis. Pensez que la superpuissance se retrouve seule à voter, plus exactement à s'abstenir. D'abord, l'abstention est généralement considérée comme un geste d'embarras, premièrement, et deuxièmement, 14 ont voté pour la résolution, un seul s'est abstenu. Que la superpuissance soit à ce point isolée de ses alliés, la France et la Grande-Bretagne par exemple qui ont voté pour la résolution, isolée du petit frère israélien, isolée, je dirais même, de la réalité. C'est
une autre défaite, et dans un contexte préélectoral, ce n'est pas très agréable à subir. J'ajoute à cela que c'est aussi une autre défaite et une autre humiliation, parce que si on retourne vers le 7 octobre, depuis le 7 octobre, toutes les tentatives américaines ont échoué. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu 6 fois au Proche-Orient. Le président Biden s'y est rendu 1 fois, ne cesse de téléphoner ou de recevoir des interlocuteurs, et au total, la superpuissance, celle que l'on croyait porteuse de l'unipolarité dans ce conflit, n'a rien pu faire, sinon, et c'est le dernier élément, hélas, le plus dur qui apparaît, continuer des livraisons d'armes à l'allié israélien. Sans ces armes, l'allié israélien ne pourrait rien. Donc, c'est de ce point de vue-là aussi une défaite des Nations Unies, que le Conseil de sécurité, responsable de la paix, ne puisse pas arrêter ce conflit comme il ne peut pas arrêter celui entre la Russie et l'Ukraine, comme il ne peut pas arrêter celui du Congo, c'est quand même préoccupant pour l'avenir même du multilatéralisme. Alors, l'abstention américaine, tu as dit qu'elle était un signe, que c'était un signe d'embarras, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi un signe de défiance qui montre que les États-Unis ne feront rien pour rendre exécutable cette résolution que John Kirby lui-même a qualifiée de non contraignante? On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Le gouvernement américain, l'administration Biden, est confronté à une transformation absolument gigantesque de la société américaine. C'est ça le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une jeunesse et une gauche, et souvent les deux notions viennent se superposer, au sein du Parti démocrate, de l'électorat démocrate, qui a épousé la cause palestinienne, et qui risque, non pas de voter Trump, mais de s'abstenir, et en s'abstenant, de provoquer la défaite de Biden à la prochaine élection présidentielle. Il lui fallait réagir. En fait, c'est la seule motivation claire, avec quelques gouttes d'expérience. Rappelle-toi ce qu'a dit Joe Biden lors de sa tournée au Proche-Orient aussitôt le 7 octobre. Ne recommencez pas les erreurs que nous avons commises en Afghanistan et en Irak, qui était le Gaza du 11 septembre américain, en quelque sorte. Donc il y a cela, mais cela, c'est un remords raisonné par rapport à cette obsession d'être en décalage par rapport à une société américaine qui change très vite. Au-delà de ça, il n'y a rien de changé. Si véritablement il y avait, au lieu d'une stratégie électorale, une stratégie diplomatique et internationale, voilà bien longtemps que les États-Unis auraient interrompu leur livraison d'armes et de munitions à Israël. Cela prouve que ce n'est pas la configuration du conflit qui gêne les États-Unis, c'est la répercussion de ces crimes commis à Gaza sur l'opinion publique américaine. C'est une question de politique intérieure, comme le blocage républicain au Congrès sur l'Ukraine est une question de politique intérieure. On voit la politique étrangère de la superpuissance complètement phagocytée, absorbée par des considérations électorales et de politique intérieure américaine. Alors j'ai envie de dire, Bertrand, au fond, c'est quoi ce cirque, le cirque de la brouille américano-israélienne? Bon, je mets le cirque entre guillemets parce que c'est toi qui vas nous dire ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut parler de divorce pour de faux, histoire de calmer cette partie de l'opinion publique démocrate qui menace de rester à la maison le jour de la présidentielle américaine? Parce que finalement, on a l'impression que Benjamin Netanyahou surréagit. Et que cette surréaction amène ses alliés américains à le rassurer et du coup à ternir le succès de cette résolution par leurs propres propos. C'était une petite colère qui a duré quelques heures, car la fameuse mission qui a été annulée, elle a été rétablie 24 heures après. Et en ce moment, on cherche des dates pour la venue de cette mission. Et si on regarde toutes les faces des relations entre les États-Unis et Israël, il n'y a rien de changé. Et pourquoi y a-t-il rien de changé? Parce que Benjamin Netanyahou avait annoncé par avance
que résolution ou pas résolution, ça ne changerait rien à sa détermination concernant l'exécution de ses plans à Gaza, et notamment cette fameuse attaque sur Rafah qui est tant redoutée par tout le monde. Donc, Benjamin Netanyahou va peut-être même tirer quelques profits de cette abstention américaine en montrant sa résolution, en montrant qu'il ne dépend de personne, qu'Israël est souverain et que même face aux injonctions du grand frère américain, il persistera. Et en plus, petites injonctions dont il sait très bien qu'elles sont symboliques et non matérielles. Je ne veux pas me répéter, mais c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est là, finalement, que la diplomatie américaine est triplement menacée. Elle est d'abord menacée parce que l'idée de se rapprocher de ce courant qui soutient la cause palestinienne au sein de la jeunesse américaine ne marche pas. C'est-à-dire que ceux-là ne sont pas dupes et voient bien que les États-Unis ont fait le strict minimum et bien en dessous. Deuxièmement, parce que la voix des États-Unis en Israël, au Proche-Orient et dans le monde porte de moins en moins. Et parce que, troisièmement, il n'y a plus de ligne. Il n'y a plus de ligne diplomatique, il n'y a plus de ligne stratégique. Pour une superpuissance, pour un hégémone, comme on disait dans le temps, ne pas avoir une ligne, c'est être en rupture par rapport à sa propre identité. Le propre de l'hégémone, il y avait quantité de théories à la fin du siècle dernier qui expliquaient que l'hégémonie était une source de stabilisation, que c'est grâce à l'hégémonie qu'il y avait un ordre international. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'hégémonie crée du désordre. Et ça, c'est un phénomène tout à fait paradoxal. On parlait de stabilité hégémonique. Un grand politiste américain, Robert Gilpin, avait forgé la formule. Maintenant, il faudrait parler d'instabilité hégémonique. L'hégémonie est source de déstabilisation. On le voit bien avec Israël, mais il faut aussi ne pas oublier le divorce entre les États-Unis et ses alliés arabes, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats du Golfe, et puis il ne faut pas oublier non plus les alliés un petit peu plus lointains, la Turquie, membre de l'OTAN, qui fait de plus en plus cavalier seul. Et cette espèce de fluidité des relations internationales laisse les États-Unis sur une île qui sont redevenus. Alors, on sait que Joe Biden a beaucoup à perdre à maintenir une politique qui consiste à armer une armée qui commet l'innommable en mondovision, tu l'as dit. Mais qu'a-t-il à perdre en réalité à prendre ses distances? John Kirby, dans le passage qu'on vient de voir, semble très gêné. On peut peut-être considérer qu'il a peur d'être doublé sur sa droite par Donald Trump. Qu'est-ce que Joe Biden a à perdre vraiment à prendre ses distances? Alors, l'électorat l'électorat américain le plus attaché à la cause du Likoud et de Netanyahou, de toute façon, votera Trump. Donc, c'est pas un électorat que Biden a intérêt à aller pêcher. Donc, on se pose encore plus la question. Moi, je vais répondre. Je pense que ça tient à trois choses. Et trois choses qu'il faut quand même surveiller de façon attentive. La première chose, elle est très connue. Enfin, très connue. On en parle moins. Mais c'est qu'on ne change pas une politique étrangère du jour au lendemain. C'est-à-dire, de même que si Trump arrive à la Maison-Blanche, je ne pense pas que tout sera bouleversé. C'est coûteux, une politique étrangère. On investit beaucoup pour créer une politique étrangère. Or, on ne peut pas changer d'alliance comme ça, surtout quand on est une superpuissance, du jour au lendemain, c'est très coûteux et ça déstabilise tout le monde. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis, dans cette affaire, ont une marque à défendre. C'est-à-dire, c'est pas seulement leur politique étrangère, c'est toute cette image qu'ils entendent donner d'eux-mêmes. Et c'est l'image de l'hégémone, c'est l'image
aussi de l'hégémon protecteur. C'est-à-dire, si on cesse de protéger tel ou tel responsable, soit-il dictateur, eh bien, c'est sa réputation de capacité de protéger, de sa fidélité de chef, en quelque sorte, qui se trouve mise en cause. Et les autres clients peuvent dire c'est pas la peine de compter dessus, et donc on joue l'union libre. Hein. Et puis le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il s'est installé au fil des années cette idée qui est redoutable pour l'avenir de la stabilité internationale, qu'Israël est la pointe avancée du monde occidental, démocratique, libéral, enfin on connaît tous les adjectifs qui vont avec, au sein du Proche-Orient. Donc il y a cette idée mythique, c'est un mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? C'est un récit performatif, c'est un récit qui finit par convaincre les gens et les faire bouger, les faire mobiliser. Donc on a créé ce mythe d'Israël représentant de l'Occident, notion d'ailleurs qu'il faudrait définir, mais enfin il en est ainsi, et donc et ça joue autant en Europe, ça joue même en France. L'idée que toucher à Israël et toucher à la fidélité à Israël, c'est toucher aux intérêts fondamentaux et même à l'identité occidentale. Et c'est la raison. Quelque part, ça alimente tout le narratif sur la colonisation, puisque... Ah mais ça va beaucoup plus loin. C'est en train de ruiner les chances qui sont pourtant déterminante de pouvoir réconcilier l'ancien monde avec le nouveau, c'est-à-dire en gros le Nord avec ce qu'on appelle le Sud global. C'est une catastrophe. La faiblesse de l'Europe et des États-Unis, mais peut-être encore plus de l'Europe, c'est d'avoir jamais rien compris à la mondialisation. C'est d'avoir voulu l'ignorer. C'est de rester dans l'illusion qu'on est seul au monde ou qu'on est le centre du monde. Hein. Ça, c'est vraiment le postulat conscient, mais pire que ça, souvent inconscient, des dirigeants et même des opinions en Occident. Résultat, une tragédie comme celle que nous vivons à Gaza. Mais cette horreur, on en est à 32 000 morts officiels, c'est sûrement beaucoup plus. Chacun dans les pays du Sud le vit comme étant une marque d'inégalité, d'injustice. C'est-à-dire, il y a un mort dans un bombardement à Kiev ou à Kharkiv, les journaux télévisés ouvrent sur ce mort, et ils ont raison, car ce qui se passe en Ukraine, c'est exactement comme ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire des peuples agressés. Donc, que les choses soient claires. Seulement un mort à Kharkiv, on en parlera beaucoup plus que 100, 200, 300 morts dans une nuit à Gaza, et la statistique d'aujourd'hui que l'on contourne avec l'argument facile de dire c'est les chiffres du Hamas, donc c'est pas vrai, donc il n'y a pas de morts à Gaza. Hein, ce qui est quand même aussi incroyable. En fait, on en est à 32 500 et probablement beaucoup plus. Alors, est-ce que s'il y a brouille, parce qu'on voit que la brouille elle est limitée, s'accentue avec Washington, Benjamin Netanyahou dispose d'un plan B. Est-ce qu'il attend, par exemple, l'élection de Donald Trump parce qu'on sait qu'à un moment donné, il s'était rapproché de Vladimir Poutine. Mais là, il y a de l'eau dans le gaz. Quelles sont ses ressources diplomatiques et géostratégiques aujourd'hui ? Israël est dans un tête-à-tête avec les États-Unis. On ne voit pas trop qui peuvent être les alliés de remplacement en dehors d'un nouveau président. La brouille avec Poutine, ou l'eau dans le gaz, pour reprendre ta formule, moi je serais plus nuancé. Hier soir, il y a eu un bombardement sur Alep qui a tué 32 soldats syriens, si je ne me trompe. La Syrie est sous protection russe. Je n'ai jamais entendu la Russie réagir à des bombardements israéliens sur la Syrie. Jamais. On sait... tous les liens qui unissent le Kremlin au gouvernement israélien. Donc, il ne faut pas non plus trop simplifier les choses. Poutine et Netanyahou se ménagent réciproquement. Ils ont des petits airs de ressemblance aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais sur l'essentiel, je dirais deux choses. La première, c'est que Israël
à une stratégie récurrente qui date des années 50, c'est-à-dire du temps où Israël, Shimon Peres en l'occurrence, avait lancé le programme nucléaire israélien. Depuis donc les années 50, Israël mise sur la puissance pour garantir sa sécurité et résoudre tous les problèmes auxquels se trouve affronté. L'idée, c'est que la puissance est le seul élément qui puisse nous sauver. On a vu, à travers les horreurs du 7 octobre, que cette puissance ne crée aucune invulnérabilité. Mais Benjamin Netanyahou, et je crois, enfin j'en suis même convaincu, sondage à l'appui, la majorité du peuple israélien continue à soutenir cette ligne. C'est-à-dire que cette ligne est très exigeante. Quand la puissance est défiée, on ne peut réagir que par l'escalade de puissance. L'impuissance de la puissance n'est corrigée en Israël que par un surcroît de puissance, que par une demande supplémentaire de puissance. Dans ce jeu d'escalade, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre façon de réagir que de monter en puissance, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est en cela que la stratégie de Poutine et celle de Netanyahou se ressemblent. C'est l'idée du tout-puissance. Le tout-puissance, ça veut dire tous les problèmes se règlent par l'usage de la force. Nous savons, et le nous, bien sûr, ce n'est pas un nous de majesté, mais par l'expérience de l'histoire, et notamment par l'expérience de la décolonisation, que jamais la puissance n'a pu mettre un terme à un mouvement d'émancipation quel qu'il soit, que ce soit en Algérie, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Kenya, partout, la puissance a été comme tétanisée par ces jeux, je dirais, qui dérivent de l'énergie sociale, qui dérivent de la base de la société. Donc, Netanyahou persiste et signe, et il persiste et signe d'autant plus facilement qu'il sait fort bien que les États-Unis, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, ne pourront pas, je dirais, autrement que symboliquement ou rhétoriquement, le bloquer. Alors je voudrais désormais qu'on évoque l'attentat qui a eu lieu dans une salle de concert à proximité de Moscou, et notamment de la sorte de difficulté qu'on a vu à invoquer, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années après le 11 septembre 2001, la guerre mondiale contre le terrorisme. Vladimir Poutine a dans un premier temps pointé l'Ukraine sans même évoquer les terroristes en tant que tels. Les 4 auteurs présumés de l'attaque perpétrée vendredi soir dans une salle de concert près de Moscou ont été appréhendés ce samedi. Selon Vladimir Poutine, les assaillants se dirigeaient vers la frontière ukrainienne au moment de leur interpellation. Tous les auteurs, organisateurs et instigateurs de ce crime seront justement et inévitablement punis. Qui que ce soit qui les ait dirigés. Nous identifierons et punirons tous ceux qui soutiennent les terroristes, qui ont préparé cet attentat, ce coup porté à la Russie et à son peuple. L'Ukraine qualifie les affirmations russes d'absolument absurdes et craint que Vladimir Poutine n'instrumentalise l'attaque pour justifier des frappes encore plus dures contre son voisin. Désormais, le Kremlin accuse les djihadistes, mais en affirmant qu'Occidentaux et Ukrainiens sont leurs complices. Nous pensons que l'action a été préparée par les radicaux islamistes eux-mêmes et qu'elle a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils sont directement impliqués. Même tonalité chez le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a rejeté les offres d'aide d'Interpol. Bertrand, en Ukraine aussi, on a accusé Vladimir Poutine d'être lui-même à l'origine de l'attentat contre son pays, et même dans certains médias ici, cette thèse complotiste en miroir se faisait entendre au début, après elle a été abandonnée. Et du coup, je me suis demandé si le cadre conceptuel de la guerre des nations civilisées contre le terrorisme était définitivement mort ou encombrant au profit d'un retour rêvé d'une sorte de guerre froide 2.0. Oui, alors la guerre contre le terrorisme, War on Terrorism, slogan lancé par George W. Bush juste après le 11 septembre. Donc ça va faire bientôt un quart de siècle que cette histoire dure,
a en fait été largement, pas totalement, je préciserai dans un instant, une illusion. Pourquoi c'était une illusion ? Ça rejoint notre échange précédent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la puissance est impuissante. Ce que l'on n'a pas su dans l'interprétation de notre histoire, c'est comprendre que la puissance marche contre la puissance. Le canon marche contre le canon. La puissance ne marche pas face à d'autres formes de violence, et notamment des violences disséminées, non étatiques, qui correspondent davantage à des logiques de réseau qu'à des logiques frontales. Et ça, il faut bien le comprendre. Là où ce que je dis mérite d'être nuancé, et c'est peut-être un succès à mettre à l'actif des grandes puissances, c'est l'activisme et la relative efficacité des services de renseignement. Il n'est pas faux de dire que bon nombre d'attentats ont été déjoués, et c'est tant mieux pour tout le monde, et notamment pour les cibles potentielles. Mais déjouer des attentats par la mobilisation de services de renseignement, aussi compétents et efficaces soient-ils, ne résout pas l'essentiel. Et c'est ça le fond du problème. Et l'essentiel, il tient à deux choses. Il tient d'abord à cette forme nouvelle et inédite d'action violente internationale, transnationale, informelle, désétatisée, démilitarisée, plus ou moins enfouie dans les profondeurs d'une société que les instruments militaires ne peuvent pas atteindre par définition. Mais, deuxième niveau, le terrorisme renvoie à toute une série de traumatismes anciens, d'échecs, de frustrations, de ressentiments qui, bien sûr à tort, bien sûr de manière abusive, bien sûr de manière scandaleuse, motive et mobilise. Qu'un terroriste qui est d'abord et avant tout un assassin, comme l'assassin de Samuel Paty en France, ou comme les assassins à Moscou la semaine dernière, soit un Tchétchène, un Tadjik, ce n'est pas l'effet du hasard, c'est l'effet d'une conviction qui a conduit à mobiliser des individus issus d'espaces sociaux qui sont atteints par le ressentiment, par la rage, par la haine, qui elle-même correspond à toute une alchimie face à laquelle le canon, la répression, la coercition ne peut pas grand-chose. Pire que ça, souvent la coercition qui veut étouffer ce genre de violence vient l'alimenter. Bon. Alors, quelque part, tu ne réponds pas à la question de est-ce que finalement cette théorie qu'ils ont forgée déplaît désormais ou bien ne sert plus aux puissants de ce monde. En tout cas, on l'a vu avec cet attentat à Moscou. Plus personne n'a entonné le refrain de la guerre mondiale contre le terrorisme. Quasiment personne. Oui, d'abord parce que, je répète, elle s'est révélée un échec. Deuxièmement, parce que entre 2001 et 2007 à peu près, on a vécu dans l'illusion d'une sorte de coalition de toutes les puissances contre le terrorisme. Il était un temps où Vladimir Poutine, à la tribune des Nations Unies, appelait à l'union sacrée avec les puissances occidentales contre le terrorisme, où Poutine imaginait réaliser son rêve, c'est-à-dire réévaluer la puissance russe en s'alliant aux puissances occidentales dans une sainte alliance contre le terrorisme. Ça ne s'est jamais fait, pour des raisons liées notamment au fait que dans l'esprit des puissances occidentales, l'hégémonie ne se partage pas. Hein, c'est ça le fond du problème. Et d'un certain point de vue, la guerre contre le terrorisme venait comme redéfinir, reconstruire l'idée d'hégémonie occidentale, et ça s'est perdu dans les sables. C'est le cas de le dire d'ailleurs bien souvent. Donc, cette idée
de structurer le jeu international à travers cela, à travers cette lutte contre le terrorisme, c'est peu à peu défaite. Alors, je ne crois pas à la Seconde Guerre froide, parce que la guerre froide, c'est la guerre froide. La guerre froide, c'est un contexte qui n'a absolument rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. En revanche, ce que je crois, c'est que nous sommes dans un système international terriblement fragmenté par justement toutes ces contradictions que l'on a énumérées, et la fragmentation est la mère de toutes les incertitudes. Et du coup, on en est là, au nord comme au sud, c'est-à-dire des alliances qui se défont, des rapports qui sont compliqués, l'ennemi de mon ennemi n'est plus mon ami, l'ami de mon ennemi n'est plus forcément mon ennemi, et on pourrait continuer les énumérations. Ça, c'est un nouvel ordre international, et dans lequel le social joue un rôle de plus en plus important, si bien que les politiques, les États qui ont finalement échoué partout, dans la lutte contre le terrorisme, dans l'adaptation à la mondialisation, sont de plus en plus confinés à une attitude réactive et défensive, là où les sociétés courent plus vite que les États. Alors même si les accusations de complicité sont lancées dans un cadre objectif de guerre et de guerre de l'information, elles ouvrent une question finalement un peu taboue, celle des relations que peuvent entretenir les États classiques, on va dire, avec des groupes armés considérés comme terroristes. Ces groupes ne peuvent pas finalement exister efficacement sans base arrière, sans yeux fermés, sans complicité non avouée dans les sphères institutionnelles. Ces groupes peuvent aussi se servir des conflits préexistants pour faire des coups dans le cadre de leur agenda propre, et en se disant les ennemis de mes ennemis fermeront les yeux. Est-ce qu'on a bien étudié cette zone grise? Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a eu un scandale en France avec Lafarge qui a été accusé d'avoir donné de l'argent à Daesh. Est-ce qu'on a bien étudié ces relations avec ces acteurs qui portent des masques, qui sont gris, qui opèrent de manière clandestine, mais avec lesquels, au fond, on peut parler? Mais là, à nouveau, on n'a pas su tirer les conséquences de la mondialisation. Et les conséquences de la mondialisation, c'est que dans la structure conflictuelle du monde, les États n'ont plus le monopole. Et que la complexité de la mondialisation fait que tout le monde est acteur potentiel des formes nouvelles de conflit. On a vu ce jeu assez étrange et changeant de M. Elon Musk qui, dans un premier temps, aidait efficacement l'Ukraine par ses satellites de renseignement et qui ensuite a plutôt fait le jeu de Moscou jusqu'à recevoir les félicitations de M. Medvedev. On devrait tenir compte, on n'en parle pas suffisamment, du profit énorme tiré de tous les conflits, quels qu'ils soient, par les circuits mafieux de toute nature, les narcotrafics, les trafics de personnes qui fleurissent à la faveur de tous les conflits, parce que c'est très rentable pour des mafieux de pouvoir tirer les bénéfices humains et économiques de toutes les formes de conflictualité. On voit le rôle absolument fondamental joué par les milices, là où les États sont le plus faibles. Alors, les milices, d'un certain point de vue, c'est déjà le Hamas, par exemple, c'est pas un État. Et s'il y a un acteur déterminant, contrairement à ce que voulait M. Netanyahou avec l'opération sur Gaza, depuis le 7 octobre, c'est bien le Hamas qui contrôle les calendriers internationaux. Prenons le Congo, dont personne ne parle parce que ça n'intéresse personne, et les millions de morts qui s'accumulent depuis la guerre de 98, eh bien, que voit-on ? Une déferlante de milices qui ont leur autonomie, qui ont leur jeu. Prenons le M23. Alors on voit effectivement Paul Kagame, qui a un peu le Poutine africain en quelque sorte, saisir l'occasion que représentent ses affinités avec le M23 pour tenter de pénétrer l'espace congolais et de s'y tailler un nouveau fief. Mais d'autres
d'autres milices, style au contraire les milices Hutus du Congo qui jouent leurs cartes avec l'État burundais, avec le soutien de l'État burundais. On sait comment Museveni, le président d'Ouganda, a su profiter également des milices qui fleurissent au nord-est du Congo, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tout ça, c'est, pour simplifier, je dirais, la fin du stratège. Autrefois, il y avait sur cette terre 4 ou 5 stratèges qui décidaient de la guerre et de la paix. Aujourd'hui, on est dans un jeu d'interaction extraordinairement complexe, où finalement, on ne peut plus agir stratégiquement parce que tout ce que vous faites dépend de la réaction de tant d'acteurs que l'on ne peut plus contrôler son propre jeu. C'est la raison pour laquelle il faut maintenant, en termes de paix, parce que c'est ça le fin mot de toute réflexion, raisonner en termes global et non plus en termes relationnels. C'est absolument indispensable. Et c'est pour ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout se tient. Donc, la solution au problème, c'est plus une négociation entre toi et moi ou entre Zelensky et Poutine, mais c'est une négociation globale. Globale, c'est-à-dire qui englobe tous les pays. Il n'y aura pas de solution au conflit russo-ukrainien sans faire appel à des pays du Sud, sans faire appel à la Chine, sans faire appel au Brésil, sans faire appel à l'Afrique du Sud. Mais le global, ça veut dire aussi la globalité sectorielle, c'est-à-dire il n'y a plus de guerre qui soit clausewitzienne, ce stratège prussien. Il y a des guerres qui maintenant impliquent l'économie, le social, le culturel, le religieux. Et si tout ça n'est pas pris en compte, eh bien, on est dans une impasse sanglante. Merci Bertrand. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre. La chronique internationale de Bertrand Badi. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas. Devenez sociétaire ou abonné du média. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information et d'engagement. Gardez votre télécommande bloquée sur le canal 350 de la Freebox pour ceux qui sont abonnés à Free, et agissons pour que le média soit bientôt disponible sur toutes les box. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux et notre site internet. À bientôt.